Bonjour la famille, et bienvenue sur Histoire avec Madézy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente tout pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil commençait à peine à descendre sous l'horizon du campus quand Émilie se retrouva accroupie à côté d'une rangée de cartons cabossés, réapprovisionnant des packs de jus de fruits à l'arrière de la tente de sensibilisation. Ses mains étaient douloureuses, sa queue de cheval se défaisait, et son t-shirt blanc de bénévole était maculé de sueur et de poussière. Pourtant, elle se déplaçait avec une grâce tranquille, concentrée, réfléchie, et passait inaperçue pour la plupart des gens. Jusqu'à ce que Ryan entre dans son champ de vision, un grand étudiant aux larges épaules, aux cheveux en bataille, et avec une présence qui exigeait l'attention. Il était l'un des intervenants ce jour-là, présentant sa nouvelle plateforme de livraison à des étudiants entrepreneurs. Alors qu'il s'arrêtait près de la table, la regardant travailler en silence, Émilie leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent brièvement, et quelque chose changea. Elle ne sourit pas, lui non plus, mais il y avait quelque chose dans son calme, son assurance, qui sembla le déconcerter. « Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas » demanda-t-il, sur un ton enjoué. « Pas quand je suis occupé » répondit-elle en empilant la dernière boîte. Il rit. « La plupart des filles rougissent quand je me tiens si près. »« Je ne suis pas comme la plupart des filles, » dit-elle simplement en passant devant lui. Et ce fut tout, l'étincelle qui persista. Plus tard dans la soirée, elle se retrouva assise à côté de lui par coïncidence, partageant une bouteille d'eau en plastique pendant le nettoyage. Il lui parla de ses frustrations à trouver des financements pour sa start-up technologique, comment tout le monde aimait son idée, mais personne ne lui faisait assez confiance pour investir. Elle écouta, vraiment écouta. Puis elle dit quelque chose qui le fit s'arrêter. « Tu parles vite, dit-elle, mais tes chiffres sont désordonnés. Si tu organisais ta présentation comme tu parles, ils écouteraient. » Il cligna des yeux. « Tu es en train de dire que mes idées sont confuses. » « Je suis en train de dire qu'elles sont trop bonnes pour rester confuses. » Cette nuit-là, elle rentra seule chez elle, ignorant qu'elle venait de dire la seule chose que personne n'avait jamais dite à Ryan Carter, qu'il avait besoin de structure. Et lui, en retour, n'avait jamais rencontré quelqu'un qui ne se précipitait pas pour l'impressionner. Alors qu'il la regardait partir, une fascination tranquille prit racine. Émilie se tenait à la fenêtre de leur petit 2 pièces, regardant la circulation bourdonner en contrebas, tandis que Ryan arpentait le salon, un marqueur de tableau blanc à la main et 3 tasses de café vides par terre. La soirée était humide. Le ventilateur grinçait au-dessus de leur tête, et une légère odeur de riz brûlé flottait dans l'air. Mais pour eux, c'était leur foyer, un espace où les rêves avaient plus de valeur que les meubles. Ryan venait de quitter son emploi de tuteur à temps partiel pour se consacrer à plein temps au développement de son application de logistique, et bien que ce choix terrifiât Émilie, elle ne le dit jamais à voix haute. Au lieu de cela, elle prit du travail supplémentaire dans son cabinet comptable, tapant parfois des feuilles de calcul jusque tard dans la nuit pendant qu'il marmonnait du jargon de codage en arrière-plan. Un jour, « Ma chérie », murmurait-il en lui déposant un baiser sur le front pendant qu'elle travaillait, « tu n'auras plus à faire ça. Tu ne feras que signer des chèques et sourire. » Leur routine était simple mais intime, des boîtes de plats à emporter partagées, des journées de lessive remplies de rires, et des promenades nocturnes à discuter d'idées. Émilie comprenait les chiffres, les organigrammes et les systèmes. Ryan comprenait l'art de la persuasion et de la mise à l'échelle. Ils formaient un duo parfait, pas seulement en amour, mais aussi en ambition. Un soir, allongés par terre avec leurs ordinateurs portables entre eux, Ryan se tourna et dit « Et si j'explose ? Et si je deviens si grand que j'oublie d'où je viens ?» Émilie le regarda, les yeux doux. « Alors je te le rappellerai, » dit-elle, d'abord doucement, puis avec une poêle à frire. Il éclata de rire, la serrant contre lui. La pression de la survie planait en arrière-plan, mais ils la portaient comme des danseurs, s'ajustant toujours au rythme de l'autre. Ils n'avaient pas d'économie, et parfois des disputes éclataient quand les factures s'accumulaient. Mais quand Ryan reçut un appel d'un investisseur potentiel demandant une présentation formelle, c'est Émilie qui veilla cette nuit-là, esquissant des diapositives à la lueur d'une bougie après une coupure de courant. Elle n'était pas seulement sa petite amie, elle devenait sa colonne vertébrale. Et lentement, le plan d'un avenir qu'aucun d'eux ne pouvait encore tout à fait voir commença à se dessiner, un week-end sacrifié et un dossier plein d'espoir à la fois.
L'écran de l'ordinateur portable vacilla tandis qu'Emily ajustait la luminosité, faisant défiler les diapositives PowerPoint qu'elle avait passé 3 jours à perfectionner. Le sol du salon était jonché d'imprimés, de polices rejetées et d'une boîte de chin-chin qui avait été son dîner pendant 2 nuits consécutives. Ryan arpentait de nouveau la pièce, répétant les lignes de sa présentation à venir. Nous offrons une logistique évolutive pour les détaillants sous-financés, marmonna-t-il en s'arrêtant. Non, ça sonne trop désespéré. Il la regarda. Emily, comment puis-je dire que j'ai faim sans donner l'impression que je meurs de faim? Elle ne leva même pas les yeux. En leur montrant tout ce que tu as déjà compris, pas seulement ce dont tu as encore besoin. Son ton était calme, sec. Elle n'avait pas beaucoup dormi, mais sa concentration ne faiblit jamais. Chaque mot, chaque chiffre qu'elle insérait dans cette présentation était construit non seulement avec logique, mais avec conviction, une conviction en lui, en sa capacité à réussir, et en la vision qui les avait menés si loin. Le jour de la présentation, Ryan portait son seul blazer décent, celui qu'Emily avait fait nettoyer à sec en secret avec ses propres économies. Il présenta de manière impeccable, et quand la salle éclata en hochements de tête et en poignées de main, Emily se tenait silencieusement au fond, le cœur rempli. Ils n'obtinrent pas un chèque d'1 million de dollars, mais ils repartirent avec quelque chose de mieux, une promesse de mentorat et de financement de démarrage. Ce soir-là, dans l'appartement exigu où des fuites du plafond goûtaient encore dans une casserole près du réfrigérateur, Ryan la surprit avec une bague, simple, en argent, reposant dans une pochette en velours. Ce n'est pas une bague de mariage, dit-il nerveusement, mais c'est quelque chose. Une promesse qu'un jour, quand nous l'aurons mérité, je te donnerai tout comme il se doit. Emily, stupéfaite, prit la bague et la glissa à son doigt. Alors, méritons-le, murmura-t-elle. Cette nuit-là, ils étaient allongés sur le matelas par terre, se tenant la main sous un toit qui fuyait, rêvant de gratte-ciel, de voyage et d'introduction en bourse. Le monde les voyait encore comme des gens ordinaires. Mais dans cette petite pièce remplie de factures impayées et de diagrammes, ils construisaient un empire, une présentation et un sacrifice à la fois. L'entrepôt était poussiéreux et mal éclairé, avec des murs jaunes délavés et une seule bannière qui disait « Carter Logistique, nous livrons votre avenir ». Ryan se tenait au centre, les bras croisés, souriant comme un enfant qui venait de gagner un concours scientifique. Emily regarda autour d'elle, réprimant un sourire. Ce n'était pas grand-chose, juste 4 motos de livraison, 2 ordinateurs portables empruntés et une équipe de livreurs à peine formée. Mais c'était un début. L'investisseur avait tenu sa promesse, débloquant une somme modeste qui leur permit de louer l'espace et de construire un système de livraison prototype. Ryan avait embauché 3 employés, et Emily venait le week-end pour aider à trier les reçus, tenir les comptes et organiser les plannings. Si nous ne livrons pas en moins d'1 heure, nous remboursons les frais, se vanta Ryan un après-midi lors d'une réunion d'équipe. C'est du suicide, murmura Emily, mais elle admirait le feu dans ses yeux. Même s'ils étaient de plus en plus souvent en désaccord, elle ne cessa jamais de croire en sa vision. Ce qu'Emily ne vit pas au début, c'était le changement subtil qui s'opérait en Ryan. Avec le financement vinrent les interviews, avec les interviews vinrent les louanges, et avec les louanges vint l'ego. Il s'acheta une nouvelle montre et commença à fréquenter des soirées de networking technologique auxquelles Emily n'était pas invitée. C'est juste du réseautage, dit-il nonchalamment en ajustant ses boutons de manchette un soir. Tu n'aimerais pas, ce ne sont que des conversations futiles et des vers. Elle sourit, crispée, ne sachant si le malaise dans sa poitrine était de la jalousie ou de l'intuition. Pourtant, elle resta à ses côtés. Ce week-end-là, ils célébrèrent leurs 500 premières livraisons réussies avec un petit dîner de suya et de vin rouge dans des gobelets en plastique. À nous, dit Ryan en levant son verre. Emily entrechoqua doucement son gobelet contre le sien. À ce que nous construisons, corrigea-t-elle. Mais sous son sourire, elle ne pouvait se défaire du léger sentiment que quelque chose commençait à changer. Pas entre eux, pas encore, mais autour de lui. Tel un homme marchant dans le brouillard, Ryan commençait à disparaître dans son ambition. Et Emily commençait à se sentir invisible. Ryan se tenait devant le miroir, ajustant son nouveau blazer bleu marine, l'étiquette encore accrochée à la manche. « Est-ce que ça fait visionnaire ou j'en fais trop ?» demanda-t-il en se tournant légèrement pour qu'Emily puisse le voir. Elle était assise sur le bord de leur lit, pliant du linge, des chemises qu'elle avait lavées à la main après une longue semaine de travail. « Ça dit que tu oublies le gars qui portait des jeans délavés et demandait des sachets de ketchup supplémentaires ?» répondit-elle doucement, sans lever les yeux. Ryan gloussa,
manquant la pique sous ses mots. Les dernières semaines avaient été un tourbillon, de nouveaux contrats, des réunions plus prestigieuses et un nombre croissant d'abonnés sur les réseaux sociaux qui louaient son innovation. Il conduisait maintenant une élégante voiture grise, postait des photos avec des légendes vagues comme « Travaille en silence » et signait ses emails, fondateur et PDG, Carter Logistique. Émilie l'aidait toujours avec les rapports financiers, mais elle était rarement invitée aux sessions de stratégie. Chaque fois qu'elle demandait pourquoi, Ryan lui tapotait l'épaule et disait « Chérie, ce monde est différent maintenant. Je ne veux juste pas que tu te sentes déplacée. » Elle ne le dit pas à voix haute, mais Émilie avait commencé à se sentir comme un fantôme dans sa propre maison. Il rentrait tard, partait tôt, et passait ses week-ends à élaborer des stratégies dans des salons sur des toits terrasses et des panels technologiques, des endroits où, apparemment, Émilie n'avait pas sa place. Un samedi après-midi, elle l'entendit au téléphone, riant doucement. « Non, elle n'est pas là. »« Ouais, je lui ai dit que j'étais en réunion d'équipe. »« Tu es terrible, Maya. » Le nom fit s'arrêter son cœur. Elle ne l'affronta pas à ce moment-là. Elle ne savait pas ce qui faisait le plus mal, l'éventuelle liaison, ou la certitude que si elle en parlait, il trouverait un moyen de la faire sentir paranoïaque. Au lieu de cela, elle s'enterra dans le travail, silencieuse et observatrice. La nuit, elle fixait le plafond à côté de lui, écoutant la vibration des messages qu'il ne prenait plus la peine de cacher. L'homme qui ne pouvait autrefois pas commencer une présentation sans elle menait maintenant des conversations qu'elle n'était pas autorisée à entendre. Le changement ne fut pas brutal. Ce fut un lent délitement. Et le plus triste? Émilie espérait toujours que tout rentrerait dans l'ordre. Émilie rentra tôt un mardi, épuisée par un audit éprouvant à son bureau. L'appartement était vide. Ryan avait mentionné un déjeuner d'affaires en ville. Elle laissa tomber son sac, enleva ses talons et était en train de réchauffer des nouilles restantes au micro-ondes quand un coup à la porte la surprit. C'était un coursier, poli et vif. « Colis pour Monsieur Ryan Carter », dit-il en tendant une petite boîte en velours noir scellée dans du papier bulle. L'écriture était inconnue. Émilie cligna des yeux. « Il n'est pas là », répondit-elle en hésitant, puis l'accepta. Le coursier partit. La curiosité lui démangeait les doigts. Ryan commandait rarement quelque chose de personnel à la maison, et certainement pas quelque chose qui ressemblait à un bijou. Après avoir fait 2 fois le tour de la pièce, elle s'assit, le cœur battant, et retira délicatement l'emballage. La boîte s'ouvrit avec un léger déclic. À l'intérieur, niché dans du satin, se trouvait un fin bracelet en diamant gravé des initiales MW. Et en dessous, une note manuscrite sur du papier ivoire épais. « Tu as rendu ce mois inoubliable. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Avec amour, Maya. » Émilie se figea, son souffle se coupant. Le micro-ondes bipa derrière elle. Elle fixa le bracelet comme s'il était vivant, pulsant, moqueur, indéniable. Ce n'était pas une spéculation. Ce n'était pas un soupçon. C'était une confirmation. Ryan voyait quelqu'un du nom de Maya, quelqu'un qui pensait qu'un bracelet et une note seraient les bienvenus dans leur foyer commun. Pendant un instant, Émilie ne ressentit rien. Puis une lente chaleur monta dans sa poitrine, pas de la rage, mais de la honte. Depuis combien de temps était-elle en arrière-plan pendant qu'il créait une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre? Quand Ryan rentra ce soir-là, fredonnant en posant ses clés près de la porte, elle l'attendait au comptoir de la cuisine. Elle fit glisser la boîte vers lui sans un mot. Il la regarda, cligna des yeux, puis haussa les épaules. « Je ne voulais pas que tu trouves ça. » Elle le fixa, incrédule. « C'est tout ce que tu as à dire ?» Il soupira. « Écoute, Émilie. Maya me comprend d'une manière que tu ne comprends plus. Tu rêvais avec moi avant. Maintenant, tu ne fais que compter les points. » Sa gorge se noua. « Et maintenant, demanda-t-elle. Je pense qu'on a besoin d'espace, dit-il en se détournant déjà. Laissez les choses respirer. Émilie ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée sur le canapé, entièrement habillée, les yeux brûlants des trous dans le plafond pendant que Ryan dormait dans leur lit, imperturbable, sans honte, inchangé. Au matin, elle avait fait un petit sac avec quelques affaires essentielles et resta près de la porte pendant plus de 15 minutes, la main sur la poignée, espérant qu'il dirait quelque chose. Il ne le fit pas. Au lieu de cela, alors qu'il beurrait une tartine et fredonnait une playlist qu'elle aimait autrefois, elle murmura finalement « Alors c'est comme ça que ça se termine ?» Ryan leva brièvement les yeux,
clignant des paupières. Tu es dramatique, et aime. Ce n'est pas la fin. C'est une pause. Elle hocha la tête, se mordant l'intérieur de la joue pour retenir ses larmes. Une pause que tu partages avec Maya, c'est ça? Il détourna le regard, son silence confirmant tout. Je t'ai aidé à tout construire, continua-t-elle, la voix tremblante. Je t'ai soutenu quand tu survivais à peine, Ryan. Comment as-tu pu me jeter comme de la petite monnaie? Il ne répondit pas. Cela fit plus mal que n'importe quelle insulte. Elle partit sans claquer la porte. Pas de cris, pas d'exigence, juste le silence. L'air extérieur était frais et cruel. Le temps qu'elle arrive chez son amie Céleste cet après-midi-là, elle s'était répété les mots une centaine de fois dans sa tête, il a choisi quelqu'un d'autre. Les jours qui suivirent furent brumeux. Ryan n'appela pas. Il n'envoya pas de SMS non plus. Mais les réseaux sociaux ne l'épargnèrent pas. Des photos de lui et Maya commencèrent à inonder son fil d'actualité, au brunch, à des conférences, dans des restaurants à l'éclairage tamisé où elle et Ryan célébraient autrefois leur victoire. Maya était tout ce qu'Emily n'était pas, audacieuse, séduisante et parfaitement soignée. « Ça va ?» demanda Céleste un soir, la regardant faire défiler une autre photo. Emily força un sourire. « Ça va. » Mais son cœur se délitait. La trahison n'était pas seulement romantique, elle était existentielle. Comment faire le deuil d'un homme encore en vie? Comment pleurer un avenir qui a failli être? Elle voulait des réponses, une conclusion, peut-être même une vengeance. Mais tout ce qu'elle avait, c'était de la douleur. Et la douleur, comme Emily allait bientôt le découvrir, est parfois le berceau d'un but. Emily passa les 3 semaines suivantes à dériver à travers les jours comme une étrangère dans sa propre vie. Elle logeait dans la chambre d'amis de Céleste, occupant la moitié du lit et aucun espace, ses mouvements précis et silencieux. Elle allait toujours au travail, s'habillait soigneusement, répondait aux emails, souriait quand c'était nécessaire, mais sa voix s'était affaiblie. Son rire avait disparu. Pendant ce temps, Ryan prospérait publiquement. Sa biographie LinkedIn était passée à « fondateur »,« visionnaire »,« révolutionnaire », et la page de l'entreprise montrait Maya à chaque événement, toujours étiquetée comme « conseillère stratégique ». Il était clair qu'elle n'était pas qu'une aventure. Elle était intégrée dans le monde même qu'Emily avait autrefois aidé à construire. Le pire n'était pas la trahison. C'était la facilité avec laquelle il l'avait effacée de l'histoire. Pas de retombées. Pas de reconnaissance. Juste une suppression. Elle fit défiler une photo d'eux debout devant une nouvelle camionnette de livraison, la main de Maya posée sur la poitrine de Ryan. Sous la publication, une légende, construire des héritages avec le bon partenaire. Quelle blague, marmonna Céleste par-dessus l'épaule d'Emily. Cet homme ne savait pas épeler le partenaire il y a 2 ans. Emily esquissa un sourire crispé, mais son cœur palpitait. Elle avait commencé à recevoir des commentaires de la part d'amis communs, des gens demandant ce qui s'était passé, pourquoi elle avait laissé partir Ryan. Certains insinuaient même qu'elle n'avait pas assez essayé de le retenir. Au début, elle essaya de se défendre. Puis elle cessa de répondre. À quoi bon? La vérité était solitaire, et elle n'était pas à la mode. Elle se surprenait à se demander, m'a-t-il jamais aimé, ou n'étais-je qu'un pont? N'ai-je jamais été qu'une remplaçante jusqu'à ce que quelqu'un de plus brillant arrive? Le silence de Ryan confirmait la réponse qu'elle craignait. Il était passé à autre chose, complètement, nonchalamment. Et pourtant, sous sa tristesse, quelque chose de plus vif commença à se former. Pas de l'amertume, pas de la colère, quelque chose de plus profond. Un vœu, silencieux et dangereux, qu'un jour elle ne se contenterait pas de guérir. Elle reviendrait plus forte. Mais pour l'instant, elle saignait en privé, prétendant n'avoir pas été brisée par l'homme même qu'elle avait aidé à construire. L'enveloppe arriva un mercredi, enfouie sous les factures et les prospectus sur le comptoir de la cuisine de Céleste. Elle était élégante, noire mat avec des lettres argentées, et portait un logo qu'elle ne connaissait que trop bien, Carter Logistique. À l'intérieur se trouvait une invitation à la fête du 30e anniversaire de Ryan, qui devait avoir lieu dans un salon sur un toit terrasse en ville. Emily la fixa pendant plusieurs minutes, clignant lentement des yeux, ne sachant s'il s'agissait d'une blague, d'une erreur, ou si l'univers la mettait au défi d'affronter ce qui faisait encore mal. « Tu ne penses pas sérieusement à y aller ?» dit Céleste en la trouvant assise, immobile, l'invitation serrée comme du verre. Emily ne répondit pas. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait.
Une conclusion, de la clarté, de la dignité. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'une partie d'elle s'accrochait encore à l'idée que Ryan pourrait la regarder et se souvenir de ses débuts. Peut-être qu'il s'excuserait. Peut-être que quelque chose dans ses yeux expliquerait tout. Elle ne s'attendait pas à une réconciliation, mais elle espérait quelque chose de réel. Pendant 3 jours, elle débattit intérieurement. Céleste l'avertit que c'était un piège. Il ne t'invite pas parce que tu lui manques. Il t'invite pour que tu puisses voir que ce n'est pas le cas. Mais Émilie était fatiguée de se cacher, fatiguée de pleurer derrière les rideaux pendant qu'il étalait son bonheur. Alors, le samedi soir, elle s'habilla lentement, choisissant une robe simple et élégante qui la moulait aux bons endroits, assortie du délicat collier en argent que Ryan lui avait offert après leur première présentation à un investisseur. Non pas pour provoquer, mais pour rappeler. Elle ne s'habillait pas pour lui. Elle se montrait à elle-même qu'elle pouvait encore se tenir droite. Quand elle arriva sur les lieux, ses talons claquant sur le carrelage poli, les têtes se tournèrent. Certaines avec surprise, d'autres avec pitié, d'autres avec confusion. Elle entra seule, le dos droit, le visage impénétrable. La musique pulsait. Les rires bourdonnaient. Et au fond de la salle, Ryan se tenait avec Maya, un couple de pouvoir assorti. Émilie inspira lentement, redressa les épaules et s'enfonça dans le bruit, déterminée à affronter ce qui l'attendait avec grâce, même si cela devait la briser davantage. Le salon était baigné d'une lumière ambrée, ses murs de verre encadrant la ligne d'horizon de la ville comme un tableau en mouvement. Émilie se tenait près du balcon, sirotant de l'eau pétillante tandis que la conversation flottait autour d'elle en éclats de rire et de louanges. Elle n'était là que depuis 10 minutes, mais elle se sentait déjà comme un fantôme. Ryan ne s'était pas approché d'elle. Il ne lui avait même pas jeté un regard. Maya, radieuse dans une robe dorée à paillettes, s'accrochait à son côté, sa main posée sur sa poitrine comme un sceau de propriété. Émilie garda une expression neutre, mais à l'intérieur, chaque seconde la brûlait. Elle se souvint du temps où Ryan lui avait dit que cet endroit était trop cher pour eux. Maintenant, il y fêtait son anniversaire, servant du champagne à des influenceurs et des inconnus. Un serveur passa avec un plateau de hors-d'œuvre. Émilie tendit la main pour en prendre un mais s'arrêta, ses mains tremblant légèrement. Toujours classe sous la pression, dit une voix à côté d'elle. C'était Marcus, l'un des anciens stagiaires de Ryan. Tu ne devrais pas être ici, et M, ajouta-t-il doucement. Non pas que tu ne sois pas la bienvenue, mais tu vaux mieux que ce cirque. Émilie sourit faiblement, reconnaissante de sa gentillesse. J'avais besoin de le voir, murmura-t-elle. J'avais besoin de le rendre réel. La nuit s'éternisa comme une lente danse avec l'humiliation. Chaque interaction ébréchait sa dignité, mais elle resta immobile. Jusqu'à ce que, finalement, Ryan s'approche, un verre à la main, souriant comme s'ils étaient de vieux amis. Content que tu sois venu, dit-il nonchalamment. Tu es très belle. Émilie le fixa, se demandant comment un homme pouvait être si creux. Pourquoi m'inviter, Ryan, demanda-t-elle, la voix calme. Pour prouver que tu es passé à autre chose. Il haussa les épaules. Non, je ne voulais juste pas que les choses se terminent bizarrement. Son rire fut doux et bref. Les choses ne se sont pas terminées bizarrement, Ryan. Tu y as mis fin délibérément. Ses yeux vacillèrent, mais avant qu'il ne puisse répondre, Maya apparut, glissant son bras dans le sien. Prêt à partir, chérie, demanda-t-elle gentiment, ses yeux balayant Émilie comme si elle faisait partie du décor. Toujours, dit-il en la conduisant vers la sortie. Alors qu'il passait devant Émilie, elle prit une profonde inspiration et ajusta le collier autour de son cou. Le même qu'il avait un jour juré symboliserait l'éternité. Ce soir, il ressemblait à un couteau pressé doucement contre sa peau. Alors que les derniers invités quittaient le salon sur le toit terrasse, Émilie se tenait au bord du parking, sous un lampadaire vacillant, sa pochette serrée contre ses côtes. Son VTC avait annulé à la dernière minute, et l'éclair de fierté dans sa poitrine l'empêchait d'appeler Céleste à la rescousse. Elle regarda Ryan rire avec Maya près de la voiture, la même voiture qu'elle l'avait aidé à louer quand ses économies ne couvraient pas la totalité de la compte. Maya ajustait le bas de ses talons tandis que Ryan lui ouvrait la portière passager avec cérémonie. Émilie s'avança, juste assez pour être vue. Ryan, appela-t-elle, sa voix calme mais ferme. Il se retourna lentement, ne s'attendant manifestement pas à la voir. Je peux avoir un lift jusqu'à la route principale, demanda-t-elle, ne voulant ni supplier, ni expliquer.
Maya leva les yeux au ciel et se glissa dans la voiture. Ryan pencha la tête, eut un sourire narquois et dit « Allez, Emily. Tu es une fille intelligente. Je suis sûr que tu trouveras une solution. » Puis il monta, ferma la portière et démarra. Les feux arrière disparurent comme une insulte finale. Emily resta immobile quelques secondes, clignant des yeux contre la brûlure dans ses yeux. Le silence de la nuit l'enveloppa comme de la honte. Sans VTC en vue et sa batterie presque vide, elle commença à marcher. Ses talons claquaient sur le trottoir mouillé, résonnant comme des rappels de son propre espoir insensé. La ville, autrefois un lieu où les rêves s'élevaient haut dans le ciel, ressemblait maintenant à un labyrinthe conçu pour l'humilier. La pluie commença à tomber, mouillant ses boucles et faisant couler son mascara. En marchant, les souvenirs la tourmentaient, des virées nocturnes avec Ryan, des hamburgers bon marché mangés sur des parkings, des promesses chuchotées avec une conviction inébranlable. Maintenant, il l'avait laissée sur le bord de la route, mise au rebut comme un dossier oublié sur un bureau encombré. Mais chaque pas qu'elle faisait empoulé, endolori, trempait tissait quelque chose de nouveau en elle. Pas de la vengeance, ni même une conclusion. Juste de la résolution. Un vœu silencieux et vibrant qu'elle ne serait plus jamais, jamais aussi vulnérable. Elle ne serait pas une femme laissée pour compte. Elle deviendrait quelqu'un dont aucun homme n'oserait plus jamais s'éloigner. La rue s'étendait devant elle comme un chemin de punition sans fin. Les pieds d'Emily la lançaient à chaque pas, ses talons trempés claquant plus lentement maintenant, son allure réduite à de courtes foulées obstinées. Elle quitta la route principale pour une rue plus calme, espérant trouver un abri. Mais la ville était impitoyable. Alors qu'elle atteignait le bord d'une intersection faiblement éclairée, une berline noire et élégante ralentit à côté d'elle. La vitre se baissa à mi-hauteur, révélant le visage inquiet d'une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un chemisier bleu marine avec des boucles d'oreilles en perles et l'assurance tranquille de quelqu'un habitué à donner des ordres. « Excusez-moi, » dit la femme, sa voix calme mais curieuse. « Est-ce que tout va bien ?» Emily hésita, ne sachant s'il fallait mentir ou pleurer. « Je rentre juste chez moi, » marmonna-t-elle. La femme regarda ses cheveux dégoulinants, son maquillage étalé et la main tremblante agrippée à sa pochette. « Je suppose que vous n'aviez pas prévu de marcher, » dit-elle gentiment. « Montez, ce n'est pas sur ici. » Quelque chose dans son ton, mi-maternel, mi-étranger, fit obéir Emily. À l'intérieur de la voiture, la chaleur l'enveloppa comme une miséricorde. Elles roulèrent en silence pendant un moment jusqu'à ce que la femme dise enfin « Je suis Karen, directrice financière chez Marlin Express. » « Et vous ?» Emily, répondit-elle doucement. « J'étais la presque épouse de quelqu'un. Maintenant, je ne fais que marcher. » Karen eut un rire bref, non pas moqueur, mais compréhensif. « Ça fait de nous deux. J'étais la colonne vertébrale de quelqu'un. Puis je suis devenu son tremplin. Maintenant, j'essaie de maintenir à flot une entreprise qui se noie dans la fraude et le silence. » Les oreilles d'Emily se dressèrent. Quel genre de fraude ? Karen lui jeta un coup d'œil. Mauvaise comptabilité, vols internes, de l'argent qui va là où il ne devrait pas. Ça m'empêche de dormir depuis des semaines. Emily regarda ses mains. Je suis comptable, dit-elle doucement. Je répare les dégâts. Karen haussa un sourcil, puis sourit. Eh bien, peut-être que le destin m'a envoyé un miracle. Elles échangèrent leurs coordonnées avant que Karen ne la dépose chez Céleste. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Emily dormit non pas avec du chagrin, mais avec une possibilité. Quelque chose s'était fissuré dans le noir, pas de l'espoir, mais la première brique d'un nouveau chemin Marlin Express n'avait rien à voir avec Carter Logistique. L'entreprise manquait de vernis, de buzz, d'image. Le bureau était un entrepôt reconverti avec des sols ébréchés et des tasses à café tachées. Mais elle avait du cœur, et un besoin désespéré de structure. Quand Emily entra le lundi matin suivant, Karen la présenta à l'équipe financière débordée et dit « Donnez-nous une semaine. Prouvez ce que vous valez. » Emily hocha la tête. Elle portait des chaussures plates ce jour-là, pas de maquillage, pas de parfum. Elle n'essayait pas d'impressionner, elle venait pour reconstruire. Au cours des 6 heures suivantes, elle dévora chaque grand livre, relevé et transactions obscures qu'elle put trouver. Les registres étaient un labyrinthe d'écritures incohérentes, de factures antidatées et de paiements en double. Emily s'y déplaça comme un chirurgien, soulignant chaque incohérence avec une précision calme. À la fin de la journée, elle avait signalé 27 alertes rouges. Le lendemain,
elle arriva avec un rapport complet, non seulement des problèmes, mais des solutions. Karen la fixa de l'autre côté du bureau, la mâchoire pendante. « Vous n'êtes pas seulement bonne, dit-elle. Vous êtes ce pourquoi j'ai prié. » Émilie ne répondit pas, elle n'était pas là pour les louanges. Chaque heure passée à éplucher les comptes était une thérapie, un moyen de se rappeler qu'elle était plus que le chagrin qui avait tenté de la définir. Mercredi, elle identifia un cadre intermédiaire qui détournait des fonds vers un faux compte fournisseur. Jeudi, elle redessina leur système de suivi de la petite caisse. Et vendredi, elle avait mené une formation financière complète pour le personnel avec rien d'autre qu'un tableau blanc et une voix ferme. La nouvelle se répandit rapidement dans le bureau. La nouvelle femme silencieuse de la comptabilité n'était pas là pour observer. Elle était là pour faire le ménage. Karen lui demanda de rester. Émilie n'hésita pas. Ce soir-là, alors qu'elle quittait le bureau, Karen l'arrêta à la porte. « Quoi que vous fuyiez, dit-elle, continuez de courir vers l'avant. » Émilie hocha la tête, sortant sous le soleil du soir. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne fuyait pas quelque chose de brisé. Elle marchait vers quelque chose qui valait la peine d'être construit. Le lundi matin, Émilie n'était plus seulement l'étrangère mystérieuse du bureau, elle était la nouvelle norme. Les bureaux autrefois encombrés de grands livres désorganisés étaient maintenant empilés de rapports codés par couleur et de réconciliations nettes. Karen l'appela dans son bureau, un espace modeste rempli de dossiers surchargés et d'une machine à café usée. « Asseyez-vous, dit-elle en désignant une chaise. Je pensais ce que j'ai dit la semaine dernière. Vous n'avez pas seulement trouvé des erreurs, vous avez sauvé cette entreprise de la noyade. Je vous veux ici, à plein temps. Dictez vos conditions. » Émilie cligna des yeux, prise au dépourvu. Son instinct était d'hésiter, de penser à ce qu'elle avait laissé derrière elle, son ancien cabinet, son ancienne vie. Mais quelque chose dans les yeux de Karen la poussa à avancer. « Je ne veux pas de titre, dit Émilie calmement. Juste de l'autonomie et un bureau tranquille. J'aime travailler sans bruit. » Karen rit. « Vous aurez les deux. Et pour mémoire, vous êtes exactement le genre de bruit dont cet endroit a besoin. » Les semaines qui suivirent furent brutales en termes de rythme, mais profondément enrichissantes. Émilie restait tard, fermant souvent le bureau après le départ du dernier employé. Elle réorganisa les contrats des fournisseurs, construisit un nouveau cadre de paie et mit en place des audits trimestriels. Les employés commencèrent à s'arrêter à son bureau, non seulement pour poser des questions, mais pour demander conseil. Son nom commença à avoir du poids. Pas une autorité bruyante et tapa accent grave-l'œil, mais le genre que les gens respectent quand personne ne regarde. En dehors du travail, Émilie vivait toujours simplement. Elle faisait de longues promenades seule, effaça toute trace de Ryan de son téléphone et ignora chaque article mentionnant Carter Logistique. Mais il y avait des moments, petits, silencieux, où elle se surprenait à sourire à nouveau. Une note de remerciement d'un stagiaire. Une blague partagée autour d'un café éventé. Une feuille de calcul parfaitement équilibrée à minuit. Ce n'était pas seulement des tâches. C'était des victoires. Un soir, Karen la rejoignit à son bureau et demanda « Pourquoi personne ne s'est battu pour vous garder ?» Émilie ne leva pas les yeux. « Parce qu'ils ne m'ont jamais vu avant que je ne parte. » Karen hocha la tête, comme si la réponse lui était trop familière. Cette nuit-là, alors qu'Émilie rentrait chez elle dans un taxi silencieux, elle se l'admit enfin. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle devenait quelque chose. Entière. La salle de réunion de Marlin Express n'avait pas été utilisée correctement depuis des années, servant principalement de débarras pour des projecteurs poussiéreux et des dossiers obsolètes. Mais le premier lundi du mois, Émilie la transforma en salle de guerre. Elle épingla des graphiques au mur, dessina des chronologies sur des tableaux blancs et plaça des graphiques de performance départementale devant chaque chef d'équipe. « Ce n'est pas une suggestion, dit-elle, la voix égale mais ferme. C'est ainsi que nous avançons. Si cela n'a pas de sens, demandez. Si cela menace votre zone de confort, tant mieux. Cela signifie que ça marche. » Personne ne la contesta. Ils avaient vu son travail. Ils faisaient confiance à la précision de ses chiffres, à la logique de ses modèles. Au cours des jours suivants, elle démantela tous les processus obsolètes. Les fournisseurs furent réévalués, les structures de bonus ajustées et les politiques de conformité réécrites. Ce n'était pas personnel, c'était de la survie. Et au milieu de tout cela, Émilie ne perdit jamais son sang-froid.
Un après-midi, un manager de longue date fit irruption dans son bureau, le visage rouge de frustration. « Vous êtes ici depuis 2 minutes et vous pensez déjà savoir ce qui est le mieux » aboya-t-il. Émilie leva les yeux de son ordinateur portable, calme comme toujours. « Je suis ici depuis assez longtemps pour voir ce qui ne fonctionnait pas » répondit-elle. « Si vous avez une meilleure solution, montrez-la moi. Mais si vous êtes simplement en colère que je n'ai pas peur de votre titre, alors cette conversation est terminée. » Il la fixa une longue seconde avant de sortir, silencieux. Karen la trouva plus tard à son bureau et secoua la tête, mi-impressionnée, mi-inquiète. « Cet homme est ici depuis avant l'invention de l'email, murmura-t-elle. « Eh bien, répondit Émilie, soit il évolue, soit il appartiendra au passé. » À l'extérieur, l'entreprise de logistique commença à trouver un nouveau rythme. Les commandes étaient traitées plus rapidement. Les fournisseurs payaient à temps. Les clients cessaient de se plaindre. Il ne s'agissait plus seulement de chiffres, il s'agissait de culture. Et lentement, sans qu'il soit nécessaire de le dire, le personnel commença à regarder Émilie différemment. Non pas comme la femme que Karen avait amenée, mais comme la femme qui les avait sortis du chaos. Elle ne poursuivait plus une nouvelle vie. Elle la concevait. Émilie ne remarqua pas le changement au début. Il se manifesta subtilement dans la façon dont les clients demandaient à parler à elle nommément, dans la façon dont les fournisseurs locaux commencèrent à lui envoyer directement des emails pour approbation au lieu de passer par les managers. Un matin, elle reçut un bouquet anonyme de tournesol avec une note qui disait, à l'ouragan silencieux, « Merci d'avoir rétabli l'ordre. » Elle n'eut pas besoin de deviner qui l'avait envoyé. Le personnel avait commencé à l'appeler « l'architecte » dans son dos. Non pas parce qu'elle était bruyante ou exigeante, mais parce qu'elle avait tout reconstruit depuis les fondations, une décision à la fois. Son téléphone commença à sonner plus souvent, de petites entreprises voulant des consultations, d'anciens collègues curieux de savoir si elle acceptait des projets annexes. Elle déclina poliment la plupart d'entre eux. Non pas par manque de compétences, mais parce qu'elle avait enfin trouvé quelque chose qui lui donnait un but sans avoir besoin de validation extérieure. Karen, remarquant l'intérêt croissant, la pria par un jour. « Vous vous faites un nom, Émilie. Êtes-vous prête pour ce qui vient avec ?» Émilie sourit doucement. « Je ne cours pas après la gloire, je cours après la paix. Si le bruit me trouve, je m'en occuperai le moment venu. » Mais toute l'attention n'était pas flatteuse. Une grande association de logistique demanda sa présence dans un groupe de travail régional sur les réformes de conformité. En même temps, des rumeurs commencèrent à circuler sur Carter Logistique, des irrégularités, des retards de livraison, des dérapages financiers. Émilie ne dit rien, même lorsqu'elle tomba sur un rapport où l'entreprise de Ryan était listée comme étant « sous examen » pour une surfacturation potentielle. Cela aurait dû lui plaire. Mais elle ne ressentit rien. Ni joie, ni pitié, juste du détachement. Cette partie de sa vie ressemblait à un tableau délavé accroché dans une galerie qu'elle ne visitait plus. Pourtant, Karen vit le changement en elle. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle un après-midi. Regarder quelqu'un tomber et réaliser qu'on n'a pas besoin de le rattraper. Émilie hocha la tête. « Étrange, dit-elle doucement, mais nécessaire. » Et c'est ainsi que le passé cessa de ressembler à une blessure et commença à ressembler à une armure. Émilie ne se contentait plus de grandir, elle devenait indestructible. Et le monde commençait enfin à le remarquer. Il était tard lorsque l'email arriva dans la boîte de réception d'Émilie, une lettre officielle du groupe de travail national sur l'éthique financière. Elle le lut 3 fois, la mâchoire se crispant à chaque ligne. Il ne l'invitait pas seulement à une conférence. Il lui demandait de rejoindre l'équipe d'élite de consultants en jury comptabilité conseillant sur des cas de fraude d'entreprises très médiatisés dans le secteur technologique. L'invitation était accompagnée d'une recommandation scellée d'un fonctionnaire du gouvernement et d'une référence directe d'un partenaire qu'elle n'avait jamais rencontré. Karen, lisant par-dessus son épaule, laissa échapper un sifflement bas. Ce n'est pas n'importe quelle offre, EM. C'est l'entrée dans le top 1%. Émilie ferma doucement son ordinateur portable. Sa poitrine était serrée, non pas par la peur, mais par la prise de conscience tranquille que tout ce pourquoi elle avait autrefois supplié venait maintenant à elle de son propre chef. Cette nuit-là, elle resta éveillée, fixant son plafond, non pas avec inquiétude, mais avec admiration. Pas de bruit. Pas d'annonce. Juste le destin qui frappait à la porte d'une voix qui n'avait pas besoin de permission. Elle dit oui. 2 semaines plus tard,
Émilie entra dans le siège du groupe de travail, tout en verre, en acier et en silence contrôlé. Une femme l'accueillit dans le hall, sa poignée de main ferme. « Bienvenue à bord. Vous nous avez été chaudement recommandés. » Émilie sourit poliment, cachant les nerfs qui papillonnaient sous ses côtes. Son premier cas l'attendait déjà. Un dossier sur la corruption des startups technologiques dans le secteur de la logistique. C'était un dossier général, anonyme par conception. Mais en tournant les pages, ses doigts se figèrent. Le nom de code d'une entreprise signalée était CL0762. Carter Logistique. Son pouls ne s'accéléra pas. Sa respiration ne changea pas. Elle tourna simplement la page et continua sa lecture. Les violations étaient stupéfiantes, factures gonflées, comptes fictifs, audits manquants, et un nom particulièrement suspect, Maya Whittaker. Émilie cligna des yeux une fois, puis une autre. L'alias était signalé comme « suspecte à risque de récidive ». Émilie ferma le dossier avec soin et s'adossa, silencieuse. Elle venait d'entrer dans une tempête qu'elle connaissait mieux que quiconque. Mais cette fois, elle n'était pas la fille laissée pour compte. Elle était la femme chargée de juger. Le monde d'Émilie devint plus net, plus silencieux et beaucoup plus calculé. Les matinées commençaient avant le lever du soleil avec l'examen de données et des appels de briefing de sécurité. Sa garde-robe changea, des tailleurs élégants en bleu marine et anthracite, les cheveux tirés en chignon impeccable, des talons qui claquaient avec détermination. Elle n'était pas intéressée par le pouvoir. Elle était concentrée sur la précision. Au fil des semaines, sa perspicacité sur le cas de Carter Logistique devint inestimable. Elle ne se vanta pas. Elle ne prononça pas le nom de Ryan. Elle travailla, simplement. Ses rapports étaient clairs, ses suggestions stratégiques, et son ton ne trahissait jamais d'émotion. Un après-midi, son superviseur, un juge à la retraite nommé Reynolds, l'arrêta dans le couloir. « Vous avez un feu tranquille en vous », dit-il en hochant la tête. « Rare et dangereux pour les bonnes personnes. » Émilie le remercia sans sourire. Elle avait appris que le silence désarme plus que les cris ne le pourrait jamais. En dehors de son appartement, la vie était plus simple. Elle se promenait seule, cuisinait pour elle-même. Écoutait du piano classique quand le bruit du monde devenait trop fort. Ryan était partout, aux informations, dans des conférences, placardé sur des panneaux d'affichage avec Maya à ses côtés. Mais maintenant, chaque photo semblait différente, mise en scène, creuse. Et sous le vernis, elle pouvait voir les fissures. Quand Céleste lui rendit visite un soir, elle fixa Émilie comme si elle la voyait pour la première fois. « Tu ne parles plus de lui. »« Je n'en ai pas besoin, » répondit Émilie en remuant son thé. Son chapitre est clos. Je ne l'ai juste jamais annoncé. C'était la vérité. Elle n'avait pas besoin que le monde applaudisse sa guérison. Elle avait dépassé la version d'elle-même qui attendait une conclusion. La nouvelle Émilie ne demandait plus une place à la table de qui que ce soit. Elle construisait le bâtiment, une pierre de pouvoir tranquille à la fois. Ryan s'adossa à son fauteuil de bureau en cuir, buvant du champagne directement à la bouteille, son rire résonnant contre les murs de verre de son nouveau bureau penthouse. Maya tourbillonna devant lui, exhibant le bracelet de cheville en diamant qu'il lui avait offert ce matin-là. Est-ce que ça fait femme de milliardaire ou braine de la tech, le taquina-t-elle en lui faisant un clin d'œil. Ryan sourit. Les deux. Mettons ça en première page. Il était partout, en couverture de magazines, invité à des panels mondiaux et salué comme le visage de l'innovation africaine. Les investisseurs affluaient. Et avec Maya à ses côtés, façonnant leur image de couple de pouvoir, son influence tripla. Ce qu'Émilie avait autrefois construit en silence, Maya le promouvait en spectacle. Chaque victoire était photographiée. Chaque accord annoncé avec des hashtags. Pour le monde, Ryan Carter avait réussi. Dans les coulisses, cependant, des fissures avaient commencé à se former. Au début, elles étaient faciles à ignorer. Un client demandant une révision de contrat, un retard de fournisseur, un investisseur se retirant sans explication claire. Ils reviendront en rampant, se vanta Ryan. Personne n'évolue comme nous. Mais Maya n'était pas inquiète. Elle avait son propre jeu. Pendant que Ryan dormait, étourdi par le champagne, elle assistait à des dîners stratégiques tardifs avec des hommes qu'il ne connaissait pas et signait des documents qu'il ne relisait jamais. Elle l'avait convaincu de lui donner un accès partiel à l'administration, juste pour les analyses. Et il l'avait fait, épris et négligent.
Maya fait avancer les choses, disait-il à son équipe. Elle a ce petit plus. Pendant ce temps, l'équipe devenait plus silencieuse, les réunions plus courtes, et les anciens visages commençaient à démissionner sans préavis. Pourtant, Ryan ne le remarqua pas, ou ne s'en soucia pas. Pourquoi l'aurait-il fait? Son nom était en tendance tous les jours. Ses costumes étaient taillés à Milan. Il avait remplacé le doux silence d'Emily par le chaos glamour de Maya. Et pour l'instant, le chaos était enivrant. Il volait encore haut, mais l'altitude était fine comme du papier. Cela commença par un email discret, puis un autre, et un autre. Un d'une agence gouvernementale demandant des éclaircissements sur les dernières déclarations fiscales de Ryan. Un d'un investisseur demandant subtilement pourquoi les rapports trimestriels avaient été retardés pour des ajustements. Un autre, plus cryptique, d'un ancien fournisseur dont le paiement avait été rejeté 2 fois en une semaine. Ryan les parcourut distraitement entre 2 essayages pour sa séance photo de magazine, jetant son téléphone à Maya avec un sourire. « Tu t'en occupes, n'est-ce pas » dit-il en enlevant une peluche de son blazer. Elle leva à peine les yeux de sa tablette. « C'est déjà fait, répondit-elle. Ils sont juste nerveux. Une fois que le nouveau produit sera lancé, ils nous supplieront de rester. Ryan l'a cru. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Elle parlait avec une confiance tranchante, se déplaçait avec élégance et savait comment apaiser le chaos avec un sourire narquois. Mais en vérité, elle ne faisait que transférer des messages, supprimer ce qu'elle n'aimait pas et rejeter la faute sur le personnel subalterne. Pendant ce temps, derrière leur façade soignée, les choses s'effilochaient. Plusieurs partenaires avaient commencé à programmer des audits par des tiers, officieusement d'abord, puis formellement. Un journaliste de presse prit contact, posant des questions subtiles sur le passé de Maya. Ryan en rit. « Ils sont jaloux, dit-il à Maya. Tout le monde veut savoir comment je continue de monter en puissance. » Maya se pencha pour l'embrasser, un baiser doux et répété. « Alors continuons à leur donner un spectacle, murmura-t-elle. Pourtant, au fond de son sac à main se trouvait un téléphone prépayé. Un qui sonnait au milieu de la nuit, auquel on ne répondait qu'à voix basse derrière les portes fermées de la salle de bain. Les employés commençaient à remarquer les paiements manqués. Quelques fournisseurs se retirèrent discrètement de contrats de longue date. Ryan ne le remarqua jamais. Il était trop occupé à préparer des discours et à planifier leur escapade en couple à Zanzibar. Le silence n'était pas paisible. Il était calculé. Les portes ne lui claquaient pas au nez. Elles se fermaient doucement derrière son dos, une par une, sans bruit. Et le temps qu'il s'en rende compte, ces portes seraient scellées. « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» La voix de Maya était un murmure soyeux alors qu'elle s'appuyait contre le bord du bureau de Ryan, les jambes croisées, les yeux chaleureux. Il était distrait, triant des papiers qui n'avaient plus tout à fait de sens. Les chiffres ne correspondaient pas, et un investisseur clé n'avait pas retourné ses appels depuis des jours. « Bien sûr, marmonna-t-il. Tu es la seule en qui j'ai confiance en ce moment. » Maya sourit et posa sa main sur la sienne. « Alors donne-moi un accès complet au portail administratif. Tu es surchargé. Laisse-moi aider avec l'intégration des clients et les vérifications des transactions. » Ryan hésita brièvement, son instinct vacillant, mais la fierté l'emporta sur la raison. Il ne voulait pas qu'elle pense qu'il ne croyait pas en elle. « D'accord, » dit-il en tapant quelques commandes. « Mais ne touche pas au contrôle des comptes internes. » Maya l'embrassa sur la joue, promis, juré, mais ses yeux brillaient. En moins de 24 heures, elle était à l'intérieur de tout. Pas seulement l'intégration, mais le routage financier, les données clients, même les communications du conseil d'administration. Elle réinitialisa les mots de passe, redirigea les alertes et créa des miroirs administratifs que Ryan ne remarqua jamais. Ces mouvements étaient silencieux et magistraux, enfouis sous la surface des feuilles de calcul et du vernis. À la fin de la semaine, Ryan commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Il entrait en réunion et trouvait des documents clés accidentellement supprimés. Il demandait des fonds pour se faire dire que le système était en cours de mise à jour. Maya l'assurait que tout était technique. Juste de la fatigue du système, disait-elle, toujours avec une main sur sa poitrine. Ne te prends pas la tête, mon amour. Mais ses instincts n'étaient plus aveugles. Il commença à vérifier les choses tard dans la nuit, consultant discrètement les journaux de transactions, les eurodatages d'accès. Et bien qu'il ne puisse pas encore cerner ce qui n'allait pas, le schéma se dessinait comme une ombre sous une porte verrouillée.
Maya avait un accès complet, et il n'avait aucune idée de ce qu'elle en faisait. Mais le temps que ses craintes se cristallisent en question, il serait déjà trop tard. L'appartement était étrangement calme lorsque Ryan rentra de sa réunion avec un investisseur mineur, qui avait posé beaucoup trop de questions embarrassantes. Maya, appela-t-il en entrant dans le salon. Ses chaussures n'étaient pas près de la porte. Son ordinateur portable avait disparu. Le verre de vin qu'elle utilisait chaque soir était encore plein sur le comptoir, intact. Il entra dans la chambre. Son placard? Vide, complètement. La panique s'insinua dans sa poitrine. Il vérifia la salle de bain. Pas de produit de toilette. Rien, comme si elle n'y avait jamais vécu. Il attrapa son téléphone et composa son numéro. Il sonna une fois, puis la ligne fut coupée. Il réessaya. Cette fois, ce numéro n'est plus en service. Il se précipita sur le portail en ligne de l'entreprise, tentant de se connecter. Mot de passe incorrect. Il réessaya. Toujours incorrect. Une troisième fois. Bloqué. Non, 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 marmonna-t-il, la sueur perlant sur son dos. Il ouvrit les emails administratifs et trouva des dizaines de transferts automatiques et d'alertes, tous désactivés 2 jours plus tôt. Son téléphone vibra. Un SMS. D'un numéro inconnu. Vérifie ton solde, mon cœur. Et ne te fatigue pas à me chercher. J'ai déjà fait ça avant. Tu n'as juste pas posé assez de questions. Monsieur Ryan faillit laisser tomber le téléphone. Il se jeta sur son ordinateur portable, accédant au compte principal. Les réserves principales de son entreprise disparues. Presque tous les fonds avaient été acheminés par des fournisseurs fictifs au cours des 6 dernières semaines. Maya l'avait plumé en douceur, légalement et sans laisser de traces. Ses mains tremblaient alors qu'il s'effondrait sur sa chaise. Tout autour de lui devint soudainement inconnu. Son empire, celui qu'il pensait avoir construit avec du génie et de la ténacité, avait été discrètement démantelé par une femme qu'il avait laissé entrer dans ses mots de passe, ses comptes bancaires et son lit. Il avait joué avec la trahison et s'était cru immunisé. Maintenant, c'était lui qui était laissé sans laisser de traces. À la fin de la semaine, le nom de Ryan n'était plus en tendance pour son succès. Il était partout pour le scandale. Un grand blog technologique a divulgué la première histoire, couple de pouvoir ou arnaque. Maya Whitaker disparaît avec des millions de carters logistiques. Le lendemain, une chaîne économique a diffusé un reportage intitulé « L'ascension et la chute de Ryan Carter, un avertissement pour les startups ». Au début, Ryan essaya de contrôler le récit, publiant une courte vidéo affirmant qu'il s'agissait d'un malentendu, d'un problème technique. Mais les journalistes avaient déjà commencé à creuser. Ils déterrèrent des transactions suspectes, des incohérences dans les rapports des investisseurs et des sociétés écrans enregistrées au nom de Ryan, toutes liées à Maya. Il affirma qu'il ne savait pas, mais les gros titres s'en fichaient. Son personnel cessa de venir. Les avis juridiques s'empilèrent sur son bureau. Les banques gelèrent ses comptes. Un matin, en sortant, un journaliste l'attendit avec un micro. « Ryan, saviez-vous que Maya était mariée sous 3 noms différents avant de vous rencontrer ? Acceptez-vous la responsabilité pour les 85 millions de dollars manquants ?» Ryan, pâle et décharné, passa devant eux. Pas de commentaires, murmura-t-il. En ligne, d'anciens employés commencèrent à partager des histoires sur les retards de paiement, la culture toxique, les avertissements ignorés. Le fil de discussion intitulé « Ce que c'était vraiment de travailler pour Ryan Carter » a recueilli plus de 500 000 vues en une journée. L'illusion de l'excellence vola en éclats. L'homme autrefois salué comme un visionnaire était maintenant moqué comme étant naïf, arrogant et aveugle. Pourtant, Ryan s'accrochait à l'espoir. « On peut arranger ça », marmonna-t-il, arpentant seul son pantouse presque vide. « On a juste besoin d'un bon avocat, d'une bonne équipe de relations publiques. » Mais son avocat l'avait déjà laissé tomber. Et aucune équipe de relations publiques ne toucherait un homme dont l'empire était bâti sur le charme et les angles morts. Les dégâts n'étaient pas seulement financiers, ils étaient personnels. Sa réputation, autrefois intouchable, était maintenant une blague. Il y avait maintenant une immobilité dans le pantouse, une sorte de calme qui s'installe dans les os. Ryan était assis par terre dans la chambre, les jambes croisées, le dos contre le mur, fixant le vide. L'espace autour de lui était presque vide. Les meubles avaient été saisis, les œuvres d'art confisquées.
Les sols brillaient encore, mais le silence était lourd. Il n'avait parlé à personne depuis des jours. Son téléphone, autrefois bourdonnant d'affaires et de félicitations, ne contenait plus que des appels manqués de numéros inconnus, principalement des créanciers. Dans sa main se trouvait le bracelet qu'il avait offert à Maya, celui qu'elle portait comme un trophée. Il le serra fort, le métal froid contre sa paume. Il se souvint de le lui avoir offert, lui disant quel était son avenir. L'ironie l'étouffait maintenant. Il leva les yeux vers le miroir de l'autre côté de la pièce. Ce qu'il vit n'était pas un génie de la technologie ou un futur milliardaire. C'était un homme vidé par ses propres décisions, dépouillé de loyauté, de confiance et de discernement. Sa honte était insupportable. Il n'avait pas seulement été dupé, il avait participé à sa propre chute. Il avait fait taire les doutes, ignoré les signaux d'alarme et repoussé la seule femme qui s'était jamais souciée de lui sans avoir besoin d'être vue. Émilie. Le nom le frappa comme une brique. Il n'avait pas pensé à elle depuis des semaines, peut-être des mois. Et maintenant, elle était le seul visage qui lui venait à l'esprit alors que tout le reste avait été détruit. Il se souvint de son rire, calme et naturel. De ses conseils toujours fondés sur la logique. De ses yeux remplis de déception la dernière fois qu'ils s'étaient parlé. Il voulut l'appeler. Mais que dirait-il? Tu avais raison. J'ai eu tort. J'ai lâché l'or pour du clinquant. Il se leva et s'approcha du miroir. Tu as tout perdu, murmura-t-il à son reflet. Et la seule personne qui t'aurait sauvé, tu l'as regardée s'éloigner. Là, dans cette pièce résonnante, sans rien d'autre que des regrets, Ryan admit enfin la vérité. Pas seulement sur Maya, ou l'argent, ou les gros titres. Mais sur lui-même. Il avait brisé ce qui aurait pu être le reste de sa vie. Et maintenant, il était seul, dans tous les sens du terme. L'enveloppe arriva avec un bruit sourd, glissée sous la porte comme une sentence finale. Ryan la ramassa avec des doigts tremblants. Son nom imprimé en lettres noires et sobres. Convocation du Bureau fédéral d'enquête sur les crimes financiers. Son poids était plus lourd que tout ce qu'il avait jamais tenu. Il l'ouvrit lentement, ses yeux parcourant les mots soigneusement tapés. Vous êtes par la présente prié de comparaître devant le Conseil des auditeurs financiers jury comptable dans l'affaire de. Il laissa tomber la lettre avant de finir. Son estomac se retourna. Ce n'était pas juste une enquête, c'était formel. Légal, contraignant, un jugement. Ryan trébucha jusqu'à son bureau, sortant de vieux emails, essayant de trouver un contact, un fil à tirer, une défense à soulever. Mais il était trop tard. Tout s'était effondré. Il n'avait ni équipe, ni partenaire, ni avocat. Juste des gros titres et des dettes. Il envisagea de ne pas y aller. Peut-être de disparaître comme Maya l'avait fait. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être le miroir. Ou peut-être la culpabilité. Il passa les jours suivants en silence, préparant ce qu'il pouvait. Des relevés bancaires, de vieux contrats, des fils de mai, tout en désordre. Mais peu importe le nombre de documents qu'il rassemblait, une chose résonnait plus fort que tout le reste, il avait laissé faire. Il avait ouvert les portes. Il avait donné les clés à Maya. Et maintenant, le gouvernement voulait des réponses. Et quelque part, derrière cette table de réunion, se trouveraient des gens prêts à démolir son nom. Il sortit le costume qu'il n'avait pas porté depuis la dernière conférence technologique. Il était ample maintenant, son corps plus mince, plus faible. Il se regarda une dernière fois dans le miroir avant de partir. Pas de médias, pas d'entourage, juste un homme marchant vers son jugement. Il ne savait pas qui serait assis en face de lui. Mais le destin a sa façon d'être théâtrale. Et il allait bientôt découvrir que le destin n'en avait pas encore fini avec lui. La salle de réunion sentait le bois poli et les conséquences froides. Ryan entra lentement, serrant un dossier en manille rempli de demi-explications et d'espoirs désespérés. Ses yeux balayèrent la longue table, une douzaine de visages sévères, des costumes impeccables et des expressions encore plus tranchantes. Il ne reconnut pas la plupart d'entre eux. Mais son souffle se coupa lorsque son regard se posa sur la femme assise en bout de table. Sa présence ne criait pas pour attirer l'attention. Elle l'exigeait. Blazer bleu marine impeccablement taillé, cheveux tirés en un chignon gracieux, et une paire de lunettes de lecture reposant délicatement sur l'arête de son nez. Émilie. Elle ne tressaillit pas en le voyant. Son expression était composée, impénétrable, égale. La gorge de Ryan se serra.
De toutes les punitions qu'il avait imaginées, celle-ci n'en faisait pas partie. Il était entré dans son propre jugement. Et la femme qu'il avait rejetée était maintenant assise au pouvoir, ne demandant plus son attention, mais la vérité. Monsieur Carter, commença l'un des membres du panel, vous avez été convoqué pour expliquer les divergences financières découvertes dans l'enquête sur Carter Logistique. Vous ne parlerez que lorsque vous y serez invité. Ryan essaya de se redresser, mais la chaise ressemblait à un confessionnal. Emily n'avait pas encore dit un mot. Elle feuilletait le dossier épais devant elle, ses doigts calmes, méthodiques. Nous commencerons par les relevés de routage datés de janvier à mars, dit l'auditeur principal. Ryan se pencha en avant, essayant de s'éclaircir la gorge. Je n'étais pas au courant. L'homme le coupa. Vous étiez le PDG. La connaissance est votre devoir, pas une défense. Emily leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent. Les siens étaient stables, ni froids, ni cruels, mais profondément résolus. Ryan essaya de trouver quelque chose à dire, un plaidoyer, des excuses, n'importe quoi. Mais son regard le réduisit au silence. Ce n'était pas la fille qui attendait autrefois qu'il rentre à la maison. C'était une femme qui était arrivée, non pas par son échec à lui, mais par son propre feu. Et elle avait mérité chaque centimètre du siège qu'elle occupait. Le silence qui suivit ressembla à un cri. Ryan ouvrit son dossier et farfouilla dans des papiers qui avaient autrefois un sens, maintenant juste des artefacts de sa chute. Je ne savais pas qu'elle faisait tout ça, marmonna-t-il. Maya, elle m'a dit que les comptes étaient clean. Je lui ai fait confiance. Le membre du panel à sa droite haussa un sourcil. Vous avez signé chaque rapport trimestriel, Monsieur Carter. Vous avez autorisé l'accès au système. Prétendez-vous une ignorance totale? La bouche de Ryan s'ouvrit, puis se referma. Je ne vérifiais pas tout. Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Un léger ricanement vint du fond de la table. La pièce semblait plus petite, plus étroite. Il se tourna de nouveau vers Emily, dont le visage restait impénétrable. Emily, s'il te plaît, dit-il soudain, la voix à peine un murmure. Tu sais que je n'ai voulu rien de tout ça. Tu me connais. Son expression ne vacilla pas, oui, dit-elle doucement. Je te connais. C'est tout ce qu'elle dit. Pas de colère. Pas de sermon. Juste une déclaration, simple, lourde et finale. Le visage de Ryan s'effondra. J'ai fait une erreur, dit-il, les yeux balayant la table. Je me suis laissé emporter. Je ne voyais pas les choses clairement. J'ai perdu mon chemin, l'enquêteur principal se pencha en avant. C'est on ne peut plus clair. Ce que ce conseil doit déterminer maintenant, c'est si votre ignorance était authentique ou stratégique. Ryan déglutit difficilement. Je n'ai rien volé, murmura-t-il. Mais vous avez permis à quelqu'un de le faire, répondit l'homme. Emily parla alors, son ton direct mais calme. Nous ne sommes pas ici pour débattre des échecs personnels. Nous sommes ici pour déterminer la responsabilité de l'entreprise. Continuons. C'est la façon dont elle le dit détaché, concentré, professionnel qui l'écrasa le plus. Même pas du mépris, juste de la distance. Il était devenu sans importance pour elle. Non pas par vengeance, mais parce qu'elle l'avait tellement dépassé qu'il n'avait plus sa place dans son monde. Et d'une certaine manière, cette réalité faisait plus mal que n'importe quelle punition qu'il aurait jamais imaginée. La procédure dura des heures. Des documents furent examinés, des transactions disséquées. Chaque horodatage, chaque journal de connexion, chaque rapport financier que Ryan avait survolé fut présenté avec une clarté douloureuse. Le verdict était désormais inévitable, négligence grave, manquement au devoir fiduciaire et complicité d'accès à une fraudeuse connue. Ryan avait cessé de se défendre depuis une heure. Il restait simplement assis là, les traits de son visage plus marqués, les mains moites, le cœur meurtri de l'intérieur. Le dernier jeu de documents fut transmis à la tête du panel. Emily les prit sans broncher. Elle les parcourut une dernière fois, puis attrapa le stylo à côté d'elle. Le poids du moment n'échappa à personne dans la pièce. Ses conclusions, commença-t-elle, sont conformes à un manquement à la responsabilité exécutive. Sur la base de notre examen, nous recommandons des poursuites judiciaires et des sanctions réglementaires jugées appropriées par les autorités compétentes. Puis elle signa de son nom.
Un mouvement vif et fluide. C'était fait. Ryan ne leva pas la tête. Le bruissement des papiers, le murmure d'approbation, le son de son stylo, tout cela le hantait plus que des cris ne l'auraient jamais fait. L'un des assistants récupéra le dossier et fit signe aux fonctionnaires qui attendaient. Alors que la salle commençait à se vider, Ryan leva lentement les yeux. Emily rassemblait ses affaires. Elle ne l'avait pas regardé de nouveau. Pas une seule fois. Emily, dit-il d'une voix rauque, presque brisée. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Elle s'arrêta brièvement, puis se tourna légèrement, juste assez pour qu'il entende ses prochains mots. Tu as jeté ce que tu ne pouvais pas mesurer. Maintenant, tu fais face à ce que tu as refusé de gérer. Sur ce, elle sortit, ses talons claquant sur le sol en marbre comme des points de ponctuation à la dernière phrase d'un chapitre qu'elle ne revisiterait jamais. Ryan resta immobile, entouré de silence. Pas le genre qui offre la paix, mais celui qui annonce que quelque chose est vraiment, irréversiblement terminé. L'emprise froide du métal se referma sur les poignets de Ryan avec une finalité. Son corps tressaillit légèrement au contact soudain, mais il ne résista pas. 2 officiers en civil se tenaient de chaque côté de lui, l'un hochant poliment la tête au panel alors qu'il se préparait à l'escorter. La pièce était silencieuse, non pas par choc, mais par épuisement. La procédure avait vidé tout le monde. Ryan n'avait plus de mots, plus de défense, plus d'illusions. Son dossier autrefois impeccable portait maintenant le sceau officiel de la négligence et de la fraude d'entreprise. Les caméras n'avaient pas été autorisées dans la salle, mais Ryan sentait le poids des yeux invisibles, ceux qu'il admirait autrefois, le regardant maintenant de loin alors que l'homme qu'ils acclamaient n'était plus qu'une fable édifiante. « Vous pouvez vous lever » dit l'un des officiers, doucement mais fermement. Ryan se leva, chaque mouvement lent. Ses membres ne lui semblaient plus appartenir. Il regarda une dernière fois la pièce, mais le seul visage qu'il cherchait était déjà parti. À l'extérieur de la salle d'audience, Emily avait plusieurs pas d'avance, sa démarche posée, son expression inchangée. Elle ne s'arrêta pas, elle ne se retourna pas. Alors que Ryan était conduit dans le couloir, il appela « Emily », pas fort, juste assez pour qu'elle l'entende. Elle s'arrêta à peine, le genre d'hésitation qui était presque inexistante. Il pensa, peut-être, juste peut-être, qu'elle se retournerait. Mais elle ne le fit pas. Elle continua de marcher, les épaules droites, son silence plus fort que n'importe quelle réponse. Des journalistes attendaient à l'entrée principale, leurs appareils photo crépitant comme des coups de feu. Ryan tressaillit alors que les questions lui étaient lancées. « Saviez-vous ce que faisait Maya ? Que dites-vous à vos anciens investisseurs ? Où est l'argent, monsieur Carter ?» Les officiers le protégèrent en le faisant monter dans le véhicule qui attendait. De l'arrière de la voiture, Ryan regarda par la vitre teintée. Le ciel semblait gris, vide. Son reflet le fixait faiblement dans la vitre, non pas l'homme qui parlait autrefois à des sommets, mais quelqu'un dont l'orgueil l'avait aveuglé jusqu'à la ruine. Pire que tout, il n'avait plus personne à appeler. La sortie du bâtiment fut discrète. Pas de caméra, pas de public, juste une file de SUV noirs tournant au ralenti sous la lumière du matin, leurs moteurs ronronnant comme des gardes vigilants. Emily sortit par l'entrée latérale du bâtiment, escortée par 2 assistants, sa mallette à la main, sa contenance parfaite. Elle portait un tailleur gris doux, taillé pour le pouvoir, pas l'excès. Le chauffeur ouvrit la portière du véhicule de tête, et elle ne s'arrêta que brièvement, juste assez pour sentir le vent lui effleurer le visage. C'était fait. Pas seulement l'enquête. L'histoire, le chapitre, sont passés. Elle jeta un regard de l'autre côté de la rue où une autre voiture s'éloignait, cachée derrière des vitres teintées. Elle savait qui était à l'intérieur, mais elle s'en fichait. Elle n'avait plus de place pour les vieux fantômes, seulement des plans pour l'avenir. L'un de ses assistants demanda « Allons-nous à la prochaine réunion, madame ?» Elle hocha la tête. « Allons-y », à l'intérieur du SUV, Emily expira lentement alors que le véhicule rejoignait le convoi en mouvement. Ce n'était pas de l'extravagance, c'était de la prestance, et elle en avait mérité chaque parcelle. Son téléphone vibra à côté d'elle, email, rendez-vous, offre de contrat. Elle les ignora un instant, s'autorisant simplement à être. Pour la première fois depuis des années, elle ne se précipitait pas pour survivre. Elle était assise dans la sécurité, la clarté, sa propre valeur. Elle regarda par la fenêtre alors qu'il passait dans les rues qu'elle avait autrefois parcourues avec des talons empoulés et une dignité imbibée de larmes.
Ses nuits avaient tenté de l'écraser, mais elle l'avait plutôt sculpté en quelque chose d'inébranlable. L'homme qui lui avait dit de se débrouiller pour rentrer chez elle le soir de son anniversaire avait maintenant été emmené menotté, tandis qu'elle traversait la ville dans une flotte qui symbolisait tout ce qu'il n'avait jamais cru qu'elle deviendrait. Elle se chuchota, non pas avec rancune, mais avec une douce puissance, certains adieux se font avec des moteurs. Et alors que le convoi disparaissait à l'horizon, la dernière trace de la fille qu'il avait autrefois sous-estimée s'évanouit également. Fin de l'histoire. Voici le verset biblique, Psaume 118, verset 22, version Louis II, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ce verset fait écho au parcours d'Émilie. Rejetée, sous-estimée et mise de côté, elle est pourtant devenue à la fin la pierre angulaire du jugement, du pouvoir et de la grâce. Elle était autrefois considérée comme remplaçable, mais s'est élevée pour occuper le siège même de la responsabilité qui a défini sa chute. Morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais la force tranquille de la femme qui vous a aidé à construire. La loyauté que vous rejetez aujourd'hui pourrait devenir le pouvoir qui présidera à votre jugement demain. L'ascension d'Émilie n'était pas enracinée dans la vengeance, mais dans la résilience. Elle ne s'est pas battue pour être vue. Elle a travaillé en silence, a reconstruit sa valeur et a laissé le temps parler pour elle. En revanche, Ryan a choisi l'image plutôt que la substance, le plaisir plutôt que le principe, et a appris trop tard que les apparences ne peuvent pas soutenir ce que le caractère construit. L'histoire enseigne que le caractère survit au charisme, que la loyauté n'est pas une faiblesse, et que la personne que vous méprisez dans votre ascension peut déterminer votre chute. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.